Lorsqu'on a un corps et un décès, est-ce qu'il y a un vêtement spécial? Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Aujourd'hui, dans notre conversation, nous accueillons Denis Bouquin. Il est archéologue, spécialisé en archéologie de la mort. Côté mode, il en est venu à étudier l'habillement des morts, ce qui l'a amené à s'intéresser aux vivants, ceux qui sont en charge du défunt. Actuellement, personne ne se pose la question de lorsqu'on a un corps et un décès, est-ce qu'il y a un vêtement spécial? Mais en fait, les vivants faisant leur testament déjà peuvent écrire ou dire à l'oral ce qu'ils veulent. D'ailleurs, être enterré avec des objets aujourd'hui, c'est possible. Ouais. Mais Denis en sait plus. Voilà. Ouais. On a pas mal de dispositions testamentaires, effectivement, de personnes qui veulent être enterrées avec, effectivement, soit leur veste blanche qu'ils ont récupérée, qui date de je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Il y a quelques dispositions testamentaires, mais en général, c'est quelque chose auquel on ne pense pas du tout. Et c'est à la charge des vivants. Alors, bien souvent, c'est les vivants qui choisissent, donc ils vont choisir des beaux vêtements. On va avoir les vêtements du dimanche en général, voire parfois les complets de mariage pour les hommes, voire même pour les femmes, des robes de mariée, notamment en fonction des conditions de décès. Il y a un poème, je crois, du XVIIIe siècle, justement, qui explique qu'une femme est enterrée dans sa robe de mariée. Et donc, du coup, il y a des gens qui vont piller la tombe pour récupérer un peu les bagues et tout ça, le mobilier associé à la petite dame. Et en fait, évidemment, c'est pour faire peur, parce qu'on est en pleine période de la peur de l'inhumation précipitée, donc d'être enterré vivant. Et en fait, la petite dame se réveille et parce qu'elle a été enterrée vivante. Donc ça, c'est plus effectivement un poème pour faire peur aux gens, pour dire non, n'allez pas piller les tombes de nos chers contemporains. Après, la robe de mariée ou le complet du mariage, on a des exemples encore jusque récemment, jusqu'au même aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez fréquent. On va bien habiller la personne, sachant que de toute façon, concrètement, c'est là où c'est profondément culturel et pour les vivants, parce qu'un mort n'a pas froid. Donc, on ne l'habille pas pour des raisons. Voilà, c'est dès le paléolithique, même antérieurement, les premiers indices de vêtements qu'on a chez les défunts, on sait très bien que c'est pas parce qu'on a peur qu'il est froid en tant que cadavre, mais en tant que défunt, dans le delà, il faut qu'il soit bien habillé ou avec des habits qui ont une symbolique pour lui ou pour ses proches. Ça peut être effectivement, tiens, grand-mère aimait bien cette robe-là, on va lui mettre parce que voilà, on sait que c'était la robe qu'elle adorait. C'est quelque chose de très personnel. On est presque plus dans l'émotion que dans la représentation. Un peu dans la représentation. Ouais. On fait les défunts avec les veillées, tout ça. On est quand même dans la représentation. Ouais. Un vêtement de représentation, c'est ce que tu disais. Et en fait, c'était pour leur vie dans l'au-delà. Et, pardon. Et est-ce que c'est aussi pour le regard des vivants, en fait? Tout à fait, ça participe effectivement aux derniers instants que l'on va mémoriser l'individu du défunt. Déjà, on veut le voir en tant que personne vivante, pas en tant que cadavre-objet, mais plutôt en tant que cadavre-sujet. Donc, comme la personne qu'on a aimée et qu'on aime encore, parce qu'on est en phase de rupture, de transition. Et c'est aussi pour ça que ça participe tant dans l'intérêt du défunt que pour les vivants. Ça participe aussi à la reconstruction. Et le vêtement de mariage, par exemple, pour prendre un bel exemple que j'ai étudié et puis que Audrey aussi a pu jeter un coup d'œil, c'est un individu que j'ai étudié qui est décédé en 1904 en Belgique, qui a été enterré dans son complet de mariage, qui est globalement datable, d'après ce que m'a dit Audrey, de 1860-1870. Donc là, concrètement, si je n'avais pas les informations sur la date de décès, mais que j'avais les vêtements, je dirais que le décès tourne autour de 1860-1870, parce qu'il a une redingote, il a une cravate,
le pantalon, tous les éléments vestimentaires montrent qu'effectivement, on est sur un complet de 1800-1870. Or, il a été enterré en 1904. Donc là, très probablement, on est sur un complet de mariage dans lequel le défunt a été inhumé près de 30-40 ans après, sans doute, son mariage. Il n'avait pas pris trop de poids alors après le mariage, souvent. Non, visiblement. Mais il y a des robes qu'on met à côté maintenant. C'est-à-dire qu'on habille la personne, mais on l'enterre quand même avec sa robe de mariée. Attends, tu dis maintenant ou c'était… Maintenant. D'accord, parce que j'allais dire, il y a une partie historique qui est quand même très intrigante parce que c'est un sujet dont on parle jamais et j'allais après poser les questions sur aujourd'hui. Mais Denis, est-ce que, est-ce que vous étudiez plus sur des périodes spécifiques déjà ou c'est de manière générale déjà sur ce rapport le vêtement de deuil et le vêtement du mort? Sur le vêtement des défunts, je travaille concrètement depuis le néolithique jusqu'à la période actuelle. Ok. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, je me suis pas mal intéressé à ce qui se passe aussi actuellement dans nos populations, parce que ça me permet aussi de prendre du détachement par rapport aux populations du passé et avoir effectivement un regard objectif et pas transposer mes propres préconçus culturels sur les populations du passé. Puis ça permet aussi de voir un peu la diversité des choses, des modalités d'habillement, parce qu'on parle souvent du linceul pour les populations chrétiennes tout au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Dans la réalité des faits, il y a beaucoup de défunts qui sont habillés. Alors, ils sont peut-être enveloppés dans un linceul qui peut prendre différentes formes. Ça peut être une toile, une couverture qui est un enveloppement, mais on a aussi pas mal d'indices d'habillement, que ce soit des pantalons, des éléments. Alors moi, effectivement, quand je n'ai pas les éléments textiles, je vais parler de dispositifs étroits au niveau du tronc et pourvus de manches. Mais après, ça peut être une chemise de nuit assez particulière. Et c'est en cela aussi que justement j'ai brassé pas mal de documentation archéologique, mais aussi iconographique et écrite, pour justement essayer de comprendre le phénomène. Et il y a des passages qui sont très intéressants, comme en Angleterre au XVIIIe siècle, où ils ont créé les pompes funèbres, avec la libéralisation qui a eu lieu, ont créé de véritables catalogues de vêtements spécifiques pour les défunts. Ouais. Donc, tu vas chercher ta veste, ton pantalon. Alors, souvent, les habits, notamment du dessus, de la moitié supérieure, sont pourvus d'ouvertures dans le dos pour faciliter l'insertion du corps qui est inerte. Et ça dure comme ça jusque 1900. Les derniers catalogues ont dû paraître au début des années 1920, je crois, un truc comme ça. Il y a des véritables catalogues, comme le catalogue de la Redoute, on peut choisir ses tenues spécifiques pour les défunts. Et Prévoyant. Et c'était, du coup, ça faisait partie des éléments en même temps que son testament. On allait regarder ce catalogue. En gros, c'est ça. Ça pouvait être tout à fait ça du point de vue de l'individu qui préparait un peu ses dispositions, mais surtout pour les proches des défunts qui, comme nous actuellement, quand on est face à un décès, on va au pont funèbre, on choisit le cercueil, les fleurs, les plaques. Là, ils offraient un service supplémentaire avec effectivement les vêtements pour le défunt, ce qui permet de soulager en quelque sorte la famille de ce type de questions. Et puis après, dans une démarche aussi économique, de ramener un peu plus de fric. Et dans toute cette analyse et ce large panel de l'histoire de l'humanité et de la mort, en fait, qu'est-ce qui demeure vraiment dans cette histoire du vêtement de deuil? Qu'est-ce qui est toujours là, toujours commun? C'est que enterrer les défunts nus, à mon sens, ça n'a jamais existé. On n'a jamais enterré, même pour les populations qui sont en économie de subsistance, on a eu tendance à penser, notamment pour le paléolithique ou les périodes les plus anciennes, que bon, on est chasseurs-cueilleurs, donc il faut aller chasser au quotidien, c'est des conditions terribles pour vivre. On s'est rendu compte que pas du tout, c'était moins compliqué qu'on le pensait. Dès les populations néolithiques ou paléolithiques, l'économie, ils savaient très bien se débrouiller au quotidien, parce qu'ils ont quand même survécu. Ouais. Et donc, leurs défunts, on n'allait pas non plus leur piquer leurs vêtements pour les refiler à quelqu'un d'autre, sous réserve qu'on devait faire du recyclage et qu'on était dans le besoin continuel. On était au contraire aussi dans le respect du défunt, parce que c'est une période très particulière. Et donc, on habille son défunt. Pour lui aussi, c'est aussi un élément qui permet de lui conférer un aspect humain et vivant. Ouais. Le rendre de garder digne, en fait. En gros, c'est un peu ça. Et c'est un peu égoïste.
c'est mon point de vue, mais égoïste au sens où c'est essentiellement pour les vivants qu'on fait ça, parce que le défunt concrètement n'a pas froid, et si au-delà il y a, et sous quelle forme il y va, concrètement son corps il reste sous terre quand il est inhumé ou crématisé, donc il y a plus de reste physique. À la fois, c'est égoïste, tu dis, mais nécessaire, mais le défunt, bon, il ne pourra pas nous dire s'il trouve ça égoïste, tu vois. T'as mal choisi, là. Mais c'est clair que c'est aussi garder un bon souvenir. Enfin, personne ne va avoir un corps qui ne va pas bien. Enfin, voilà, il y a quand même des situations de décès corporel qui sont plus difficiles que d'autres. Oui. Donc, il y a l'embellissement, quoi. Ouais, c'est la dernière image. J'allais dire que l'habillement va nécessairement aussi avec tout l'aspect cosmétique. Enfin, cosmétique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais esthétique. Oui, voilà. Avec l'Égypte, on connaît tous leurs rituels. Peut-être pas dans les détails, mais ça allait jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a jamais vu, malheureusement, c'est des souvenirs qu'on a peut-être tous. Mais un de nos grands-parents, moi, j'avoue, j'ai pas voulu aller regarder parce que je me suis dit, ça doit pas être le vrai visage, mais voilà. Ça peut être, ça demande des heures et des heures. Je sais pas, j'avais regardé un truc dernièrement. C'est des heures et des heures de travail sur le visage, sur le corps. Là, ça relève à la fois de la sculpture, de l'art, de la peinture, de recréer du réel. Il y a 1000 métiers dedans. Ah ouais, non, c'est fou. Ah oui, les soins de conservation, c'est quelque chose d'assez complexe qui nécessite effectivement un traitement externe, mais aussi interne pour justement conserver l'aspect le plus vivant possible du défunt. Dans les cas effectivement traditionnels, j'ai envie de dire, ça demande effectivement entre 2 et 3 heures de travail pour les cas les plus simples, mais effectivement dans les cas les plus complexes où il faut effectivement où on a des défigurations parce qu'il y a eu un accident de la route, par exemple, c'est beaucoup plus complexe, jusqu'à effectivement des fois où c'est concrètement pas possible, où là, le cercueil est fermé et bon, on ne le rouvre plus, quoi. Parce qu'on est aussi dans des sociétés qui ont éloigné la mort de notre paysage et de notre culture, et donc du coup, on protège de plus en plus les vivants, alors que pour les populations du passé, même par exemple pour prendre l'exemple de l'Égypte, l'embaumement était quelque chose de fréquent et qui était culturellement accepté. Ça ne posait aucun problème de faire embaumer un de ses proches, même tout en sachant les procédés qui allaient perturber l'intégrité corporelle. Aujourd'hui, de nos jours, voilà, moi je sais que j'ai des gens qui m'ont déjà posé la question, ils me disent comment ça se passe. Je dis, je veux bien expliquer, il n'y a pas de problème, mais ça peut être assez violent et perçu aussi d'assez violent. C'est pas évident. Et selon nos propres sensibilités, effectivement, on peut reconnaître le travail qui est effectué, et puis, ou alors rester dans le déni ou dans l'ignorance, tout simplement, et préférer se contenter de voir la belle image et de ne pas savoir ce qui se passe dans les coulisses. Alors, du coup, tu es en train de dire que même si on a toujours habillé les morts pour les enterrer, la montée de l'hygiénisme, c'est aussi une montée de l'esthétisation du défunt. Ah oui, carrément. Parce que ça correspond à ça, hein, fin 18, 19, 20, allez vas-y, 21, on regarde même plus le mort. Et s'éloigner de cette mort, de toute façon, c'est vrai qu'on a dans tous les cas beaucoup moins de maladies mortelles, et surtout elles commencent vachement moins tôt. Enfin, la mort se rencontre vachement moins tôt qu'avant, parce qu'avant t'accouches plouf, disparaît. Un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 1 an, donc effectivement. Voilà. C'est vrai donc il y a une forme de voguisation. Oui, en quelque sorte, mais c'est vrai qu'aussi c'est un fin 18e, effectivement, avec tout l'hygiénisme qui montait en pression, justement, avec les fameuses odeurs méphitiques dans les églises, qui justement étaient censées causer des maladies, qui n'ont jamais causé de maladies, les odeurs en elles-mêmes. La manipulation de corps en putréfaction, effectivement, sur le long terme, ça aide pas, on est d'accord, mais ça a pas mal aidé, et puis surtout le développement des procédés d'embaumement au 19e siècle avec Ganal notamment, qui a permis effectivement de présenter sur le long terme un corps qui avait l'aspect du vivant et sur la longue durée, parce qu'il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est aussi les belles funérailles, les longues funérailles,
Et même si effectivement on en avait auparavant, pour prendre l'exemple de François Ier avec ses 55 jours d'exposition et de transfert de corps, je pense qu'au bout du 55e jour, il n'était pas très frais, François, avant d'être inhumé. Donc, D'ailleurs, Lénine est toujours vivant. Hein. oui, Il n'y a alors, pas que lui qui est toujours vivant, à ce qui paraît. Hein. Lénine est toujours vivant, mais il se désagrège quand même régulièrement. Ils vont faire des retouches de maquillage quand même sur Lénine. Mais d'ailleurs, ils ont pris la recette sur les injections de Poutine. Oh là là. Mais d'ailleurs, juste, je reviens sur cette idée d'esthétisation. En fait, est-ce qu'on pourrait même aller plus loin sur c'est la mise en scène en fait de la mort. Enfin, et je peux pas m'empêcher aujourd'hui à penser dans notre contexte socioculturel français, c'est que tu parlais de se protéger aussi de la mort. Aujourd'hui, on la voit plus vraiment en face parce qu'il y a plus le rituel religieux aussi de laisser un cercueil ouvert et tout ça. Et la mort, elle est mise en scène dans des films maintenant. Et du coup, on a plus aussi cette présence physique du Non, corps. il n'y a plus cette articulation. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement des procédés médicaux, de réanimation, entre autres, mais aussi des progrès médicaux, la géographie au fait des villes, l'urbanisation a fait éloigner les cimetières plutôt en périphérie, ce qui a modifié aussi les pratiques funéraires. Auparavant, on le voit encore dans les campagnes actuellement, on va du cimetière à l'église, on suit le cortège, ça se fait assez facilement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué depuis 50 ans. Et aussi, le développement avec les progrès médicaux, il y a des maladies qui se soignent, mais aussi il y a les soins palliatifs, le vieillissement des populations qui fait qu'on est moins souvent confronté à la mort. Et progressivement, les mentalités ont évolué. On a de plus en plus écarté les défunts. L'embaumement, les soins de conservation qui sont développés aussi ont permis aussi de moins être confrontés au décès, au défunt en lui-même. Et on se situe, alors là, depuis une dizaine d'années, on est dans un peu une personnalisation plus des funérailles, mais comme tu dis, effectivement, il y a une esthétisation du défunt, et c'est un peu une mise en scène, le terme est juste, qui fait partie justement des funérailles, et qui permet justement de faciliter cette transition, ce passage avec la séparation du défunt du monde des vivants, et ça qui marque justement l'aboutissement d'une partie des pratiques funéraires, où l'individu qu'on considérait éventuellement encore vivant, une fois qu'il est séparé définitivement, il y a une vraie rupture qui se met en place. Et c'est là qu'il y a le deuil qui se met aussi en place. Et donc, du coup, de nos jours, c'est vrai qu'il y a une totale modification qui s'est produite. Et ça, Louis-Vincent Thomas l'a très bien repéré et démontré dès les années 70-80, et qui a permis justement de développer tout un pan des études psychologiques aussi sur les relations avec la mort. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins confronté parce que c'est beaucoup plus médicalisé, on est beaucoup plus écarté. Après, on a toujours la possibilité, mais on va nous proposer moins souvent d'aller voir son défunt. Il n'y a plus les veillées à domicile, par exemple. Ça se fait encore dans certains… moi, je l'ai fait personnellement pour un de mes proches, mais quand je l'ai dit à des gens, on m'a dit « Ah bon ?» Je dis « Oui, ça me paraissait naturel. » Mais c'est vrai que les gens ne sont plus du tout habitués à ça. Et c'est ça aussi qui participe, je pense, au fait que peut-être cru et cruel, mais qu'un décès est beaucoup plus violent actuellement pour nous que pour les populations du passé parce qu'on est beaucoup moins confrontés. Il y a des étapes avant la disparition. Oui, j'allais demander. Du défunt. Avant, on disparaissait chez soi, quoi. Ouais. Et là, tu peux avoir l'étape de la maison de retraite, l'étape de l'hôpital. On est un peu préparé. On sent qu'il y a un truc. Ouais, mais là, tu sais quand même, il y a une dégradation. Oui, mais ça reste distant. Mais avant, elle était sous nos yeux. Voilà. Et donc, il y a tu dis, il y a un rapport direct avec notre évolution dans le deuil, enfin notre entrée plutôt dans le deuil, en fait, d'être aussi proche, on va dire, de la mort. C'est ça, c'est vrai que pour les populations du passé, même jusque dans les années, je pense, on peut dire jusque 70-80, le deuil était encore marqué physiquement, on le voyait par les habits. Maintenant, de nos jours, quelqu'un qui est en deuil, je ne dis pas que le lendemain de l'enterrement, la personne va s'habiller en rouge vif ou en rose et va chanter partout. Mais il y a eu cette perte justement du vêtement du deuil, de marquer le deuil physiquement, notamment par la pratique vestimentaire pendant une certaine période, et parce qu'on est plus dans un deuil qui est psychologique. Et on le marque beaucoup moins physiquement. Or, auparavant, le fait de marquer le deuil
permettait justement de participer à la reconstruction du groupe. C'est-à-dire qu'il y avait une période, c'est typique des rites de passage, avec les périodes de latence, les périodes de mise à l'écart et d'agrégation. C'est-à-dire qu'on va d'abord écarter la personne avant de la réintégrer progressivement. Et la période de deuil, justement, permettait de créer une période de latence, d'exclusion temporaire, mais qui était pas vraiment qui était une exclusion marquée notamment par la pratique vestimentaire et des pratiques interdites ou autres, et qui permettait justement, au bout d'un an, par exemple, et de cérémonies en l'honneur du défunt, de pouvoir réintégrer les endeuillés dans la vie publique et la vie collective. Donc ça permettait aussi de... Il y avait c'est un accompagnement aussi qui était sociétal. Ouais, c'est un phénomène de groupe. Et maintenant, effectivement, comme il y avait un deuil social vraiment qui était marqué avec une vraie codification vestimentaire. Et de nos jours, effectivement, on est plus dans un deuil psychologique qui est malheureusement aussi anticipé, notamment quand on nous annonce que l'un de nos proches est malade et qu'on passe en soins palliatifs. Voilà, on sait qu'il faut se préparer. Et même si on essaie de se préparer, on n'est jamais complètement préparé le jour où ça arrive. Donc, il y a plus cette espèce de catégorisation sociale qui pouvait exister. Et donc maintenant, on se retrouve un peu finalement tout seul face au deuil. Et même si effectivement, il y a toutes les aides psychologiques qui sont mises en œuvre, tout ça, les travaux de Freud, de Kübler-Ross, tout ça qui ont beaucoup participé à comprendre ce processus psychologique. Mais il y a beaucoup moins d'accompagnement social. Ouais. Et donc en fait, la fringue et les cosmétiques, la coiffure évidemment aussi, on est comme ça. Ça va participer à l'acceptation. C'est ça. Donc, ça fonctionne comme un soin psychologique pour les vivants. C'est ça, c'est que marquer effectivement pendant une année, devoir s'habiller en noir avec des phases de grand deuil pendant 6 mois ou l'absence d'apparition publique, de véritablement provoquer dans un premier temps une exclusion, mais aussi montrer aux autres un signe social d'effectivement d'exclusion temporaire entre guillemets et du deuil de la personne, et effectivement après rapporter une acceptation, une intégration dans le groupe. Et effectivement, après on peut tomber dans des fringues noires, mates, mais qui peuvent être aussi somptueux, sans pour autant, et notamment pour les veuves payées par le mari sur la dot. Et donc du coup, c'était aussi un moyen d'esthétisation, effectivement, de participer au deuil. Donc on est sur comme dit Audrey, on est un peu sur du soin psychologique à partir de cosmétiques et d'esthétique. Et alors ça vaut à la fois pour le mort et pour le vivant, puisque vu qu'on habille le mort, ça va soigner aussi la tête du vivant, et le vivant va aussi se soigner en portant un moment... En marquant, en fait, en donnant matière, en fait, aussi à ce qui se passe dans son psychisme, en fait. En gros, c'est ça. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, qu'on emploie l'expression « porter le deuil ». Et du coup, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que c'était le deuil, maintenant, il est plus psychologique et on est souvent plutôt seul aussi face à ce parcours. Et je me disais, mais aujourd'hui, on ne voit plus, comme tu le disais, on ne voit plus ce deuil dès le lendemain ou quoi. On porte comme un vêtement normal. Voilà. Et je me disais, dans les villages ou dans les lieux, les espaces où on vivait où on vit encore plus en communauté, là, il y a encore des codes, en fait. Et je me disais, est-ce que c'est l'effet groupe et l'effet collectif qui fait que des codes vestimentaires sont maintenus, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes où justement le deuil se fait plus individuel et vécu de manière plus individuelle, il n'y a plus de code en fait. Non, il y a une totale individualisation et personnalisation des choses quand on est à la ville, alors qu'à la campagne, dans certains petits villages, on va le retrouver. Alors, en France, peut-être moins, mais je pense en Europe de l'Est notamment, c'est des choses qui sont encore très, très présentes. En même temps, il n'y a pas eu de bouleversement urbanistique majeur. On est sur des petites campagnes. Là, de nos jours, effectivement, les campagnes, il y a des lotissements qui se créent. C'est des jeunes qui ont habité tout ça, mais on va sur des petits villages. Effectivement, le fait de porter le deuil se pratique encore parce qu'il n'y a pas eu de profonde modification et les gens sont encore dans un esprit collectif. Mais moi, je me pose la question, le noir, est-ce que finalement c'est vraiment le deuil dans le cas d'un urbanisme? Parce qu'en fait, c'est soi-disant la couleur du luxe.
Donc, de fait, est-ce qu'il ne s'est pas fait détrôner, quoi? Ah bah oui, parce que effectivement, je ne sais plus exactement pourquoi on a choisi le noir comme couleur de deuil, mais en plus, surtout, c'est que le noir, à la base, comme tu dis, c'était pas du tout c'est une appropriation. Après, on s'approprie le noir comme couleur de deuil, mais à la base, c'est pas du tout la couleur de deuil. Et en plus, ça varie selon les cultures. Mm. Ouais, et puis il y a des cultures dans. Enfin, on peut aller. On peut enterrer, entre guillemets, quelqu'un en blanc, hein. C'est pas. Oui, tout à fait. Ça se fait. C'est aussi après voilà des conceptions qui sont particulières, et puis il y a aussi toujours après le, le caractère personnel des choses. On a tous un affect qui est différent, et donc on peut tous avoir des réactions qui sont différentes. Après, c'est dans quelle mesure seront-elles tolérées socialement, et dans quelle mesure on va les assumer soi-même. Moi, par exemple, je connaissais quelqu'un dans ma famille qui, aux enterrements, s'habillait en blanc, ne supportait pas de mettre du noir, donc s'habillait toujours en blanc pour aller Mais il y a de au plus en funérailles. Mais ça se fait de plus en plus, hein. c'était peut-être aussi son choix, justement, pour son psychisme C'est à ça. elle, en fait. Puisque le noir était vraiment peut-être trop violent. En plus de la nouvelle situation, la perte et tout ça, en- ça allait peut-être être la sensation d'écraser encore plus, parce que le noir avait plus qu'un symbolisme, c'était vraiment Ça. trop Sans lourd, en fait. forcément dédramatiser la situation, ça Hmm. permet de mieux la supporter aussi. Et je Ouais. pense effectivement que les codes vestimentaires qu'on a un peu perdus, parce que même aujourd'hui, je m'amuse pas à aller à des funérailles tous les jours, hein, mais je visitais les cimetières, oui, les funérailles, pas trop, mais effectivement, il y a aussi de moins en moins de personnes qui portent du noir aux obsèques, aux Ouais. funérailles. Mais en Ouais, fait, les codes, ils décentré. doivent se retrouver ailleurs. Oui, Mm. J'ai c'est du justement. place. Ouais, mais alors qu'est-ce qui a le plus donc le plus évolué, le plus changé dans ton panel d'études et de ce que tu as pu voir Je pense que justement c'est de ces codes? la modification, la codification de ce deuil justement depuis une vingtaine, une trentaine d'années. J'ai l'impression que là, c'est quand même. Parce qu'après, effectivement, pour les populations du passé, on va avoir du changement, mais on est sur de la longue durée. On n'arrive pas à avoir une vision très fine en termes de chronologie. Ok. Donc, on va avoir éventuellement une modification en termes de pratiques funéraires dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et une nouvelle modification au début du XIXe siècle avec les cimetières que Napoléon va expulser à l'extérieur de la ville. Donc, il y a des modifications comme ça qu'on arrive sur le long terme, mais c'est vrai que nous, comme on est aussi dans une société qui avance vite, qui progressent très vite, et ben, les modifications, du coup, elles arrivent beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai qu'effectivement, là, en 30 ans, il y a une profonde modification. Je parle de modification, pas de perte, je ne suis pas dans le jugement. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore les outils pour comprendre ces nouveaux codes. C'est comme, par exemple, il y a une mode en ce moment, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, de gens qui se prennent en selfie avec leurs défunts et les postent sur Facebook. Ah ouais? Oui, Bah, ça me fait penser Mhm. aux photos post-mortem. et c'est exactement ce que j'ai pensé. Et l'article que j'avais Sauf lu, qu'il n'y avait pas Facebook au 19e. je crois que j'ai dû lire ça sur Vice ou sur Brut, ils font l'amalgame entre les deux, sauf que c'est deux choses complètement différentes, où les photos post-mortem, la grande époque victorienne, Mm. c'était vraiment parce qu'on ne pouvait pas faire de photos de famille. Donc, Donc, c'est post-mortem. Tu nous expliques, Denis, Ouais. quel type de photo c'est? c'est-à-dire que ce sont des photos qu'on va faire en fait avec l'individu décédé. Donc on peut tout à fait, il y a pas mal d'enfants assez souvent, où on va prendre en photo l'enfant décédé qui va être mis en scène, habillé de son vivant, on va le mettre en train de jouer ou en train de poser avec son frère ou sa sœur, et voire des fois pour des adultes, avec un système de crémaillère, le mettre debout en position avec une pelle ou un chapeau en position de vivant. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une photo de famille, par exemple, ou une photo de l'individu de son vivant. Donc on va faire une photo de lui décédé, mais en position de vivant. Et ce qui est, alors, à mon titre personnel, assez drôle, c'est que, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde, je peux le comprendre, c'est que bah, le jeu, c'est un peu où est Charlie, concrètement. C'est quand Ouais. on fait une grande photo de Mm. famille, c'est où est le défunt. Il y a certaines photos Ah pour oui. lesquelles on voit assez aisément, effectivement, qui est le défunt, mais je sais qu'il y a une ou deux Ouais. photos, je me pose encore la question parce que la photo est très bien faite, et on n'arrive pas à savoir si effectivement, c'est une photo de deux enfants, je crois à peu près du même âge, sans doute peut-être des jumeaux ou un peu plus, avec un petit écart, et l'un des deux effectivement est décédé, mais c'est tellement bien fait, où la photo a été prise au bon moment, où on n'arrive pas à savoir lequel des deux est décédé. Où là, on est vraiment dans le paroxysme en fait de la photo post-mortem, où on a réussi à
expulser complètement la mort de la photo. On a l'impression d'avoir une photo de 2 enfants qui sont vivants. Et la Wow. comparaison qu'ils font sur les photos avec Facebook, c'est complètement différent à mon sens. C'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes. Nous sommes jeunes aussi, hein, bien évidemment, on est parfaitement d'accord. Beaucoup plus jeunes que nous, mais qui en fait ont besoin d'exprimer en fait leur deuil et l'expriment publiquement sur leur mur. Et pour récupérer quoi concrètement? Pour récupérer des likes, pour récupérer des commentaires. J'allais dire des amis. Ouais, des amis. Moi, j'avais été naïve en mode soutien, mais… Je pense qu'à mon avis, il y a aussi une volonté d'avoir du soutien parce qu'ils sont isolés, ils ont besoin d'exprimer leur deuil, ils ne savent pas comment le faire et non pas forcément du soutien parce que même si on a beaucoup d'outils de communication, on parle beaucoup moins concrètement, surtout des choses importantes. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen pour eux d'exprimer leur affect et de recueillir du soutien ou des amis selon la volonté qu'ils ont et de l'exprimer publiquement. Mais là, de toute façon, ils disent tout dessus. Ouais. Oui. Donc, pourquoi ils ne diraient pas ça pour eux, sans jugement, puisqu'ils parlent d'autres trucs. Mais attends, mais du coup, la photo, les selfies sont pris durant… le défunt est souvent au funérarium et le petit jeune, il vient poser à côté du cercueil et il fait un selfie. Ok. D'accord. Et je me dis, là, direct, ça veut dire que ça va recréer une forme de nouveau… C'est une sorte de nouveau marché. Moi, je pense tout de suite là, marché pour le vêtement du deuil, enfin du défunt. Parce que je me dis… le défunt, il faut qu'il soit pas seulement dans les tendances, mais qu'il ait du style, et du coup, qu'il soit pas comme les autres, peut-être. Est-ce qu'on pourrait projeter jusque-là? Parce que avant, là, il y a eu une grosse période où il commençait à disparaître vraiment de notre vie. Là, avec ses photos, il revient. Ouais, je crois que c'est vraiment une tendance de petit merdeux. Hein. On peut tout à fait diffuser ce que je viens de dire. Voilà. Ah oui. Denis, tu veux le dire en version plus politique, plus académique? J'ai l'impression que c'est un peu plutôt un type de population qui se cherche, qui a plus de mal à exprimer les choses, par exemple, en parler à ses proches, et qui a plus de facilité à l'exprimer derrière un écran. Après, effectivement, il faut que la photo elle soit bonne parce qu'on reste sur du selfie quand même. C'est le moment ou jamais quand même que ça t'arrive sur ton mur et que tu puisses virer un faux ami. Tu vois. C'est là aussi où les gens ne réfléchissent pas forcément aux conséquences. C'est que si on a tous un compte Facebook, c'est qu'un an après, Facebook va te rappeler ton souvenir d'il y a un an. Et ça te replonge un peu quand même dans le truc. Tiens, tu as posté la photo de toi avec ton grand-père. Ah merde, tiens, j'ai pensé pas. De toute façon, il aurait oublié la date de sa mort. Alors, heureusement que Facebook est là. C'est ça. Et c'est quelque chose moi, qui me gêne un peu. À titre personnel, ça me gêne. Après, scientifiquement, objectivement, sociologiquement, c'est intéressant. Parce que fait d'études. C'est des pratiques qui m'interpellent quand même. Maintenant, on est quand même dans une sphère très privée qui est exposée publiquement. J'ai envie de dire, quand on s'expose, quand on porte le deuil et qu'on se trimballe avec une robe noire clinquante et qu'on affiche à tout le monde dans la rue qu'on est en deuil, on fait aussi de l'exhibitionnisme en quelque sorte, mais on n'exhibe pas le défunt avec soi. Ouais, c'est ça. On le porte. C'est que là, on va quand même dans une sphère intime qui est assez violente, surtout qu'en plus, il y a les questions juridiques derrière. C'est que si, par exemple, on peut tout à fait se récupérer un procès parce qu'un descendant du défunt possède le droit à l'image, en gros, du défunt, et donc peut tout à fait porter plainte si c'est, par exemple, si c'est son fils, son petit-fils. Voilà, mais ça peut engendrer d'autres problèmes juridiques ou, merde, non, encore plus de problèmes. Il y avait eu un scandale avec le cercueil de Jacques Chirac. Ah, je m'en souviens. Ouais, il y avait eu des selfies, ouais. Mais non, mais c'est une honte, je veux dire, le défunt. Oui, mais c'est un rapport au respect et à l'image, en fait, l'image de l'autre. Et alors que quand on porte le deuil, le mort, il est là, c'est lui tout seul, en gros, voilà. Et quand on porte le deuil, c'est être face à nous-mêmes, et c'est nous face aux autres. C'est pas le défunt que j'embarque en moi, puis avec moi. Il n'est pas associé physiquement. Les populations passées ont embarqué le défunt sans l'embarquer dans Facebook, quoi. Non, avec le souvenir, avec des photos anciennes, plus anciennes, pas celles le jour J, quoi.
avec l'image, avec les couleurs, effectivement, avec les cosmétiques, avec l'habit du défunt, mais également l'habit porté à partir du décès. Enfin, c'est un travail, quoi. C'est un travail sur soi. Ça ne peut pas être une photo brute, en plus balancée au visage de tous. C'est un travail sur soi, mais qui se fait aussi avec les vivants. Oui. Et qui se fait avec le défunt, les autres défunts. Il n'est pas totalement individuel, heureusement, mais à un moment, la pudeur peut-elle encore exister? Mais pour rebondir sur ta question de la pudeur, c'est que effectivement il y a la question d'exposer, c'est comme ça, se faire des selfies avec des défunts. Mais à ce compte-là, est-ce que c'est pas choquant moi, je me souviens de la photo de François Mitterrand sur son lit de mort, publiée dans le Nouvel Obs. Ouais, mais c'est pareil. Voilà. Mais ça a gueulé, hein. Ça a gueulé parce que ah ouais, non, ça a gueulé grave. J'ai vu un reportage dessus. La photo est sublime. C'est pas un selfie avec un iPhone, je sais pas trop quoi, ou c'est encore moins bien pris. C'est dit comme une photo publique, officielle aussi, puisque c'était pas n'importe qui pour une population. Alors, tout ça. Techniquement, on saurait pas encore vraiment qui l'a prise, mais bon, on va pas en discuter. Ah oui. Okay. Ouais, c'est pas si voilà. Non, on prend pas quelqu'un sur son lit de mort comme ça. Là, on parle d'un président. Oui, voilà. Là, je parle pas du pépé de machin que je vois comme ça là au funérarium sur un Facebook. Et puis, heureusement, je choisis mes amis. Oui, mais du coup, tu scrolles, puis d'un seul coup, tu tombes. Voilà. Mais moi, après, je suis obligée de boire un verre de vin. Mais c'est pour ça que je me disais, le vêtement, vraiment, il fait. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'il était vraiment une étape, un processus pour l'endeuiller. Mais du coup, il est aujourd'hui, on pourrait dire aussi un processus pour nous, parce que moi, si je vois un vêtement, j'ai pas une image directe, et puis je peux me confronter à mon propre rapport à la mort. Alors que si je vois tout de suite un défunt, c'est pas du tout le même processus. Non, puis ça dépend ce qu'on veut voir. Ouais. À un moment, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? De quelle manière on veut avoir accès à ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on accepte d'être dérangé par ce qu'on ne veut pas voir de temps en temps? Enfin, il y a tout ce problème d'accès à l'information, et pas, j'ai envie de dire que le problème, c'est que ce n'est plus un problème, c'est que tu ne veux pas le savoir, bah, tu le vois quand même. Oui. Ouais. Et, mais du coup, c'est une notion de respect, du coup, il faut en parler de l'aspect de mort, justement. On fait cet épisode, on se disait tout à l'heure avant l'enregistrement que ça allait peut-être surprendre pas mal de monde, parce qu'on n'en parle plus trop de la Toussaint, de ce rituel. Du coup, on a besoin d'en parler, de la mort, mais est-ce qu'on a besoin de voir la mort intime d'une autre personne, d'une personne à moitié connue, d'un ami qui n'est pas vraiment un ami de Facebook, et tout ça. Enfin, voilà, c'est le rapport à l'intime et la pudeur, comme tu disais tout à l'heure. Mais non pas. Ensuite, c'est comme sur le vêtement, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le mort, alors ça pourrait être, on peut enterrer quelqu'un, il y a 1000 cas possibles, avec la plus belle robe, le plus beau costume qu'il a jamais eu. Genre son histoire d'amour avec ce costume-là. Et on ne saura pas. Enfin, nous, on ne sait pas. Non, c'est quelque chose de très intime, très personnel. Il y a la robe noire aussi. Ouais. Dans la discrétion, dans l'humilité, avec pudeur. Et il y a aussi la robe de mariée, comme le disait Denis tout à l'heure. Et les objets à côté, bien entendu, c'est difficile pour les gens, pour les historiens, les archéologues moins, mais de les connaître. Mais cet objet que je disais, une robe de mariée, parce que la dame ne rentre plus dedans, qu'on pose à côté, bien pliée, bien repassée. Une photo. Il y a tous ces objets du souvenir. Une alliance. De plus en plus, on est dans une vraie personnalisation des funérailles avec, par exemple, pour les grands-parents, les petits-enfants qui ont fait des dessins qu'on va déposer dans le cercueil, ou pour des pratiques un peu plus originales, certaines communautés lesbiennes américaines qui, en fait, quand il y a leur compagne qui décède, mettent leur petite culotte dans le cercueil de sa compagne décédée. D'accord.
C'était pour la petite anecdote. C'est les objets de l'amour. Non, mais c'est les objets de l'amour. Ouais, c'est ça. Chacun a Mais c'est ça. le c'est symbole, ça. son symbole différent, en fait. D'ailleurs, il y a plus même une question de transmission là. Vous savez, avec l'alliance, la bague de fiançailles, tout ça. On pense à la transmission avant maintenant. Il y en aurait moins dans les cercueils. Ouais. Parce qu'en plus, souvent, comme les décès sont à l'hôpital, avec les soins de conservation, on enlève les bijoux du défunt pour pouvoir procéder à la toilette, tout ça. Et puis voilà. Tout l'intérêt de mourir, c'est chaud. Et toi, avec tous ces bijoux sur soi, comme ça, tu es sûr que voilà, vous ne me touchez pas. Vous me prenez, vous me jetez. Voilà. Oh, Denis, c'est toi qui l'as dit, on connaît ton cynisme. Et puis après, il y a de toute façon aussi, j'allais dire, le cynisme aussi de plus en plus globalisé aussi face à dans les grandes villes où justement on se dit de toute façon à quoi ça sert de mettre des choses dans ce trou en quelque sorte, puisqu'en fait dans 10 ans, ce sera jeté, puisqu'en fait il y a trop de défunts et du coup les cimetières. Ouais, mais il faut demander la permission. Oui, donc voilà. Non, mais des fois, j'ai entendu des discours comme ça. Ouais, mais c'est parce que les tombes, elles datent, c'est pas dans 10 ans. Les tombes, elles datent d'hyper longtemps. Non, alors, personne s'en occupe. Il y a des villes où je crois que c'est 15 ans, et parce que 10 ans, j'ai peut-être un peu exagéré, entre 15 et 20 ans. C'est quand même rapide. En général, avant, on avait des concessions trentenaires, et maintenant, de plus en plus, ils font des concessions sur 15 ou 25 ans. Et justement, si on ne paye... il faut payer. Si on ne repaye pas l'abonnement pour les 15 ou 25 ans à venir, là, on procède. En général, les cimetières contactent les familles pour procéder à la régularisation de leur situation. C'est un peu comme les impôts. Et s'ils ne retrouvent personne, la tombe est considérée comme à l'abandon. Et donc là, ils procèdent à l'exhumation et les restes finissent à la fosse commune. Sauf si les familles, effectivement, elles-mêmes demandent l'exhumation et peuvent, par exemple, pour une réutilisation de tombe, parce qu'il y avait 2 personnes et ils veulent réutiliser la tombe, dans ce cas-là, les défunts précédents sont réinhumés dans la même tombe, mais dans un reliquaire pour gagner de la place. J'aurais encore plein de questions, mais peut-être pour l'année prochaine, pour la Toussaint prochaine. Je vais rassembler tous mes bijoux en toc et réfléchir à tout ça. Moi, j'ai déjà prévu de garder mon vase galet avec moi, il ne me quittera pas. Alors ça...